Bienvenue à tous et à toutes à cette deuxième journée de la 15e édition des ANED. Donc, je suis Thomas Revuki et je serai l'animateur pour cette conférence qui touche à la comptabilité écologique et plus précisément dans les PME. Et donc, pour répondre aux problématiques liées à ce sujet, nous accueillons Monsieur Simon Alcouf, docteur en sciences de gestion et responsable du département contrôle de gestion, comptabilité et audit à TBS, et Madame Laure Mulin, commissaire aux comptes, présidente de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Toulouse et responsable du pôle doctrine qualité chez Signature et spécialisée dans l'audit et le conseil et reporting RSE. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Simon Alcouf sur le thème. Bonjour à tous, merci Thomas, merci alors d'avoir accepté de participer à cette table ronde et merci à Myriam également pour l'animation de la table ronde. Alors, je vais vous parler des pratiques un petit peu en matière de comptabilité carbone des PME françaises, faire un état des lieux. Alors, cet état des lieux est issu d'un projet de recherche qui a été financé par l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique, qui est une agence gouvernementale. Et c'est un projet de recherche qui a duré 4 ans. Et la problématique était d'identifier les pratiques existantes et en émergence en matière de comptabilité carbone, mais aussi en matière de stratégie carbone dans les entreprises et plus spécifiquement dans les PME. Alors pourquoi nous avons choisi de nous intéresser aux PME? Parce que nous nous sommes rendus compte que finalement, les pratiques des PME étaient très peu connues, étaient très peu documentées dans la littérature scientifique, au contraire des grands groupes pour lesquels on a plus d'informations. Or, ces PME, quand même, représentent une grande partie du tissu économique en France, mais aussi dans les différents pays d'Europe. Elles représentent, les PME, c'est 99% des entreprises en France, c'est plus de 6 millions de salariés, c'est plus de 50% de la valeur ajoutée, et c'est aussi des entreprises qui participent à l'effort pour, on va dire, améliorer tout ce qui est question environnementale, parce que malheureusement, elles émettent aussi des émissions, elles émettent des gaz à effet de serre, et elles émettent de la pollution. Et donc, si on veut réduire l'impact sur l'environnement, eh bien, il faut aussi inclure les PME dans la réflexion sur cette démarche. Voilà. Et en plus, elles ne sont pas ciblées par la réglementation. Il faut savoir qu'en France, les entreprises de plus de 500 salariés doivent faire un bilan carbone au moins tous les 4 ans. Mais voilà, les PME étant définies comme étant des entreprises de moins de 500 salariés, justement, elles ne sont pas obligées de faire ça. Et donc, c'est important de voir ce qu'elles font et de voir les leviers pour les inciter à agir pour l'environnement. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, c'est un projet qui a été mené par différentes personnes, une équipe à la fois de chercheurs, donc moi-même, mais aussi Mélodie Cartel, Tiffaine Jérôme, Delphine Gibassier. Donc, tous les 4, nous sommes enseignants, chercheurs dans différentes institutions en France et dans d'autres pays. Et puis également, nous avons fait équipe avec des experts carbone, donc des représentants de l'association du bilan carbone, Quentin Guignard, Joëretou Wagué, et puis aussi des consultants spécialisés sur ces problématiques, donc Rémi Marcus, d'Eco2 Initiative, et Olivier Papin. Voilà. Donc, cette équipe a rédigé différents rapports, des rapports scientifiques, des rapports destinés aux praticiens qui sont consultables sur le site de l'ADEME, et un rapport final qui a été rendu à l'ADEME. Et les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus de ce rapport final. Alors, je ne vais pas détailler cette diapo, mais c'est pour vous donner un horizon global de ce que nous avons fait. Alors, ces travaux de recherche ont tenté de répondre à différents questionnements. Quels sont les facteurs de motivation pour les PME à s'engager dans une démarche de comptabilité environnementale? Quels sont les freins qui sont rencontrés? Comment ces démarches de comptabilité environnementale sont appropriées par les différents métiers, par les différents secteurs? Et puis, quel est le rôle des parties prenantes internes à ces organisations, comme les salariés, les dirigeants, et les parties prenantes externes, les fournisseurs, les clients? Souvent, les PME sont des exécutants pour des donneurs d'ordre de taille plus importante, et donc sont soumises aussi aux contraintes de leurs donneurs d'ordre. Donc, c'était important de regarder cela. Et puis, une réflexion par branche d'activité. Donc, nous nous sommes posés des questions sur le pourquoi, comment et quels sont les business models.
Diapositive suivante, merci. Donc, en termes de méthodologie de recherche, donc, nous avons collecté des données en utilisant différentes méthodes, des questionnaires. Aujourd'hui, je vais revenir justement sur les résultats de ces questionnaires, des entretiens, des études terrain. Alors, sur les entretiens et les études terrain, nous avons fait des études de cas qualitatives en profondeur pour comprendre les motivations et les problématiques d'un certain nombre de PME dans différents secteurs. Donc, vous voyez sur le slide, dans l'autopartage, des startups, dans l'énergie renouvelable, des PME engagées. Toutes ces PME étaient engagées dans une démarche environnementale et avaient mis en place des outils de comptabilité environnementale. Alors, les questionnaires, je ne les détaille pas tout de suite puisque je vais revenir dessus dans la suite de cette présentation. Voilà, donc nous avons notamment, c'était un vaste programme de recherche qui a duré plusieurs années, donc nous avons fait différentes études. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 études que nous avons réalisées par questionnaire. Donc la première étude porte sur l'adoption d'une démarche de quantification des émissions de gaz à effet de serre, donc GES, gaz à effet de serre. Donc ce premier questionnaire avait pour objectif de faire un état des lieux déjà de l'adoption de cette démarche. Est-ce que les PME françaises, où en sont les PME françaises finalement en termes de démarche de quantification de leurs émissions de GES? Donc, nous avons ciblé les PME françaises, toutes les PME. Nous avons envoyé 40 000 questionnaires par Internet et nous avons obtenu 173 réponses. Alors, pour nos amis qui nous écoutent, parmi eux, il y a peut-être des chercheurs et eux ne seront pas étonnés de ce faible taux de retour. Mais c'est vrai que quand on ne fait pas de recherche, on n'imagine pas que les taux de retour sont très faibles. Et donc, voilà, malgré nos relances, nous n'avons obtenu que 173 réponses, mais ce qui est déjà pas mal, on va dire, pour une recherche scientifique sur ce terme. Le deuxième questionnaire portait sur le choix du carbone comme domaine de performance environnementale et les outils utilisés pour piloter ce domaine. Voilà, il faut savoir qu'en matière de performance environnementale, il y a différents domaines. Le carbone est un domaine, mais il y a aussi les déchets, la pollution de l'eau, différents domaines. Et donc, le carbone est un des domaines. Et donc, l'ADEME voulait savoir si le carbone était un domaine important aux yeux des PME qui étaient engagées dans une démarche environnementale. Et donc, c'est pour ça que ce questionnaire a été envoyé uniquement aux PME qui avaient une sensibilité environnementale et qui étaient dans une démarche. Alors, nous avons pour cela, du coup, ce n'est pas un échantillon aléatoire, nous avons dû faire des recherches sur quelles étaient les PME qui étaient engagées dans des démarches environnementales. Et nous avons envoyé ce questionnaire uniquement à ces PME-là. Nous avons obtenu 137 réponses. Le troisième questionnaire était poser la question de l'inaction en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, la question, c'était de comprendre pourquoi des entreprises françaises qui étaient formées au bilan carbone et qui donc avaient au moins fait un bilan carbone, pourquoi elles étaient plus ou moins actives ensuite, après avoir fait ce premier bilan, pourquoi elles faisaient plus ou moins des actions en faveur de la réduction de leurs gaz à effet de serre. Et donc là, nous sommes servis de la base de données de l'Association du bilan carbone pour envoyer ce questionnaire aux entreprises qui avaient été formées et nous avons obtenu 150 réponses. Alors, donc, je vais maintenant vous présenter de façon assez synthétique, pour rester dans le temps imparti, les résultats de ces 3 questionnaires. C'est vraiment une synthèse, donc des highlights des résultats. Donc, sur le premier questionnaire qui porte sur l'adoption d'une démarche de quantification des émissions de GES, vous pouvez voir que finalement, parmi nos répondants, 72% des PME qui ont répondu à l'enquête déclarent n'avoir jamais adopté une telle démarche, ce qui est assez conforme à ce que nous attendions, mais c'était important d'avoir une quantification et une étude un petit peu sérieuse en termes quantitatifs. Donc, 10% étaient en train de l'envisager, 3% l'avaient envisagé mais l'avaient finalement abandonné et 14% avaient adopté cette démarche. Donc là, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a quand même 15% et 10%, si on fait le total de celles qui ont adopté, qui sont en train de l'envisager, c'est un quart des PME sondées. Donc, c'est finalement pas si mal que ça, mais effectivement, c'est pas suffisant si on veut que les PME contribuent activement à la diminution des gaz à effet de serre. Autre question à laquelle les répondants ont donné des informations. Donc, nous avons voulu savoir quels étaient les facteurs qui influençaient significativement
l'adoption d'une démarche de quantification des émissions de gaz à effet de serre. Alors, parmi les facteurs que nous avons testés, à l'aide de questions et ensuite de tests statistiques, il y a 4 facteurs qui ont une influence significative sur l'adoption de cette démarche. Donc, le nombre moyen d'innovations en contrôle de gestion environnementale, c'est-à-dire que plus une entreprise a adopté un nombre d'innovations importantes dans le domaine de la comptabilité environnementale, et plus elle a de chances d'adopter une démarche de quantification des gaz à effet de serre. Également, le halo réglementaire perçu, c'est-à-dire que bien que ces entreprises ne soient pas soumises à des réglementations strictes en termes, par exemple, de bilan carbone, le fait qu'elles perçoivent la réglementation comme étant quand même incitative ou potentiellement incitative dans le futur à se lancer dans ce type de démarche a un effet important. Ensuite, les opportunités liées aux conséquences physiques du changement climatique. Et là, c'est intéressant parce que nous avons aussi interrogé les entreprises sur les risques. Et les risques n'ont été non significatifs, c'est les opportunités. C'est-à-dire que les dirigeants de PME qui ont répondu à ce questionnaire nous ont dit, finalement, nous voyons des opportunités en termes de business liées aux conséquences physiques du changement climatique. Donc, les opportunités, ça peut être de mettre au point des produits justement qui vont résoudre ces problèmes, et donc qui seraient plus attractifs aux yeux de leurs clients. Et donc ça les pousse à adopter une démarche de quantification. Et le dernier facteur, c'est l'engagement de la direction dans le processus de management environnemental. Donc il est très important que la direction de la PME soit engagée sur le plan environnemental pour que la démarche de quantification aille jusqu'au bout. Voilà pour ce premier questionnaire. Deuxième questionnaire, donc le deuxième questionnaire porte sur les choix du carbone comme domaine de performance environnementale. Alors d'abord, nous avons demandé aux répondants à quel point, donc c'est sur une échelle de 0 à 4, à quel point elles utilisaient des outils pour mesurer leur performance dans ces domaines-là et les piloter. Donc vous voyez que les domaines dans lesquels il y a le plus d'utilisation d'outils, c'est l'énergie et les déchets. Et l'eau en troisième, et le carbone arrive qu'en quatrième, et juste supérieur à la biodiversité. Donc finalement, les outils sont peu utilisés pour gérer le carbone. Voilà ce qu'on peut retenir de cette diapositive. Ensuite, diapositive suivante. Donc là, on a demandé quels étaient les outils utilisés pour piloter les différents domaines environnementaux. Et donc, les outils les plus utilisés sont les indicateurs ad hoc. Donc finalement, les entreprises, sans doute par manque de ressources et par manque de formation, préfèrent adopter des outils simples comme des indicateurs facilement calculables et qui répondent vraiment à leurs problématiques, puisque le taux d'utilisation est proche de 3, alors que des outils comme le bilan carbone et comme l'analyse du cycle de vie sont des outils qui sont plus difficiles, qui demandent plus de connaissances et plus de moyens pour être mis en œuvre. Et donc, nous ne sommes pas surpris que finalement ces outils-là soient moins utilisés. Dernier type de résultat pour cette deuxième enquête, donc nous avons demandé là aussi quels sont les facteurs qui ont une influence significative sur le choix des outils. Et comme l'ADEME est l'organisation qui est derrière la création du bilan carbone au milieu des années 2000, il était intéressant pour cette agence de savoir quels étaient les facteurs qui influençaient l'utilisation du bilan carbone. Et nous avons également posé des questions sur l'analyse du cycle de vie, qui est le deuxième outil, on va dire, le plus pertinent pour faire cela. Et donc là, on se rend compte que finalement, il y a des facteurs qui sont positifs, des facteurs négatifs. Dans les facteurs positifs, c'est l'entreprise, si elle a beaucoup de certifications, en général, elle va avoir davantage tendance à utiliser ces outils parce que les deux sont liés. En général, pour obtenir les certifications et pour les garder, il faut avoir ce type d'outils pour produire des informations. Les parties prenantes externes aussi sont très importantes. Donc souvent, le bilan carbone ou l'ACV sont adoptés et utilisés du fait de la pression de parties prenantes externes, notamment les donneurs d'ordre. Et dans les freins, donc l'absence de demande de parties prenantes, forcément. Les autres moyens de mesure, quand on peut utiliser d'autres moyens plus simples que l'ACV, les PME ne s'en privent pas. Et aussi le manque de connaissances et le fait d'avoir d'autres priorités. Voilà, dernier questionnaire dont je voulais vous parler, c'est le questionnaire sur l'inaction en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc la question vraiment, c'est de savoir mais pourquoi les entreprises qui sont formées au bilan carbone, finalement, n'agissent pas derrière, une fois qu'elles ont fait ce premier bilan carbone, pourquoi elles n'agissent pas, pourquoi elles n'en font pas plus en matière de réduction de leurs gaz à effet de serre. Alors là, nous avons proposé toute une série d'items et vous avez en pourcentage les réponses. C'est-à-dire que
Voilà, le premier, le plus important qui est ressorti, c'est le fait qu'il n'y avait pas de réglementation contraignante. Et donc, un peu plus de 60% des répondants ont dit, pour nous, le fait qu'il n'y ait pas de réglementation contraignante, c'est un frein à la mise en place d'actions de réduction de nos gaz à effet de serre. Le manque de temps, le manque de ressources financières aussi, et sont des facteurs cités. Pas d'adhésion des salariés, pas d'action de communication identifiée. Vous voyez que c'est des freins qui sont peu cités. Et vraiment, dans les freins les plus cités, c'est manque de ressources, pas de réglementation contraignante. Et aussi, alors là, ce qui est un peu étonnant, ce qui nous a étonné, nous, c'est le fait que la moitié des entreprises répondent qu'elles n'avaient pas d'influence sur les émissions, que leurs entreprises n'avaient pas d'influence. Et là, il faut voir que parfois, il y a une méconnaissance entre, on va dire, les émissions directes et indirectes. Certaines entreprises peuvent se dire qu'elles n'ont pas d'émissions directes en termes de gaz à effet de serre, mais elles ont des émissions indirectes, c'est-à-dire qu'elles consomment des matières premières ou des produits qui, eux, ont émis beaucoup de gaz à effet de serre pour être fabriqués. Et donc là, on va parler d'émissions secondaires. Voilà. Donc, et souvent, les entreprises ignorent ce phénomène. Et dernière diapo, il me semble, voilà, donc nous avons posé la question encore une fois, nous voulions savoir quels étaient les facteurs qui avaient une influence significative sur l'inaction en matière de réduction des émissions. Et donc, finalement, on se rend compte que l'absence de réglementation a une influence significative, au sens statistique du terme, sur l'inaction. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'action derrière. Donc ça, c'est, on va dire, une recommandation que nous avons émise dans notre rapport en direction de l'État et de l'État français, et de dire il faut peut-être des réglementations plus strictes pour inciter les PME à agir. Et alors, dans les facteurs qui sont négatifs, les facteurs qui sont négatifs sur cette diapo sont en fait des facteurs qui poussent à l'action. Donc, dans les facteurs qui poussent à l'action, il y a la fixation d'objectifs de réduction, c'est-à-dire qu'une entreprise qui se fixe des objectifs va avoir davantage tendance ensuite à effectivement réduire ses émissions, alors que si elle ne s'en fixe pas, après, il y a une espèce de laisser-faire. Ensuite, les opportunités, également, j'en ai parlé tout à l'heure, s'il y a des opportunités en termes de business qui sont perçues par le dirigeant, là, ça va le pousser à agir. Et puis, la culture pro-environnementale de l'entreprise. Voilà. Plus une entreprise a une culture pro-environnementale, et plus elle va être amenée à agir. Voilà pour les résultats de cette étude, résultats sommaires que vous pourrez éventuellement compléter par la lecture du rapport sur le site de l'ADEME. Voilà, donc je vais laisser la parole à Thomas qui va continuer à animer cette table. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à Madame Laure Melin qui va nous expliquer un peu la mise en pratique dans une entreprise. Merci Thomas de m'avoir redonné le micro. Et merci Simon pour cette présentation très intéressante, et je vais pouvoir rebondir sur quelques propos et quelques constats faits par rapport à ce que nous avons aussi constaté dans le cadre de nos interventions en audit RSE. Donc, je vais commencer ma présentation par vous montrer un petit peu quels sont les différents types d'interventions que les cabinets d'audit et d'expertise comptable peuvent proposer sur tout ce qui concerne le reporting RSE, environnemental. Donc, vous avez 4 grandes thématiques que nous présentons dans notre offre chez Signature. La vérification de la déclaration de performance extra-financière, qui est une mission légale confiée à un organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC, des Français d'accréditation. Donc, j'y reviendrai un peu plus précisément ensuite. Vous avez en bas à gauche l'audit et le diagnostic ESG pour environnement, social et gouvernance, qui consiste à faire l'identification des risques et opportunités en matière ESG propres à une entreprise, et ce sont des diagnostics réalisés principalement dans le cadre d'audits d'acquisition, de prise de participation par des fonds d'investissement.
Mais également, on peut proposer un accompagnement de l'entreprise dans l'identification de ses principaux enjeux, risques et opportunités, et de définir des plans d'action, des objectifs et donc des indicateurs pour suivre la réalisation, l'exécution de ces objectifs. Donc, accompagnement dans l'identification de tous ces éléments-là, ou carrément jusqu'à la mise en place du fameux reporting RSE, du tableau de bord, du rapport extra-financier. Donc, nous allons passer à un premier focus sur la vérification par l'organisme tiers indépendant de la déclaration de performance extra-financière. Donc, ce type de mission intervient dans des sociétés qui peuvent être considérées comme étant des grandes sociétés et pas forcément des PME. Donc, vous voyez là le champ d'application de cette obligation de déclaration de performance. Donc, obligation d'établissement pour les sociétés cotées qui dépassent les seuils de 20 millions de total bilan, 40 millions de chiffre d'affaires et 500 salariés. Ou alors les sociétés non cotées qui ont plus de 500 salariés et 100 millions de chiffre d'affaires de total bilan. Mais ces seuils-là, on les regarde au niveau consolidé. Et il faut savoir que l'obligation de publication d'une déclaration comme celle-ci peut concerner des entreprises qui finalement ne sont pas aussi structurées qu'une société comme Danone, Michelin ou des entreprises du CAC 40. Elles sont quelque part, elles peuvent être structurées comme des PME. Elles n'ont pas forcément les moyens d'établir des indicateurs et des reportings vraiment poussés, notamment sur la comptabilité carbone. Donc, l'intervention de l'OTI intervient, quoi qu'il en soit, pour la vérification lorsqu'on est au-delà de 100 millions de total bilan ou de chiffre d'affaires, que les sociétés soient cotées ou non cotées. Donc, si on va plus avant, en slide suivante, vous voyez représenter ici le schéma de la déclaration de performance extra-financière. Ce qui est demandé aux entreprises, c'est de faire un reporting qui répond à une logique plus de performance que d'exhaustivité dans le reporting avec une liste d'items et d'indicateurs tel que c'était le cas dans le rapport RSE avant la transposition de la directive européenne. Depuis qu'il y a cette déclaration de performance extra-financière, on demande aux entreprises de présenter leur modèle d'affaires, une cartographie des risques extra-financiers, vraiment identifier quels sont les principaux risques et opportunités liées à la RSE, et en face de ces principaux risques, quelles sont les politiques définies, les plans d'action. Et dans les politiques, on leur demande aux entreprises de se fixer des objectifs à moyen ou long terme, des engagements qui, derrière, pourront être suivis à l'aide d'indicateurs de performance qui sont définis. Donc, on va passer en diapositive suivante. La vérification donc de cette déclaration de performance extra-financière par l'organisme tiers indépendant a de grandes similitudes avec l'audit financier, l'audit de la certification des comptes. Et donc, c'est ce parallèle que j'ai souhaité mettre en avant ici avec donc une entreprise qui a la responsabilité de publier des informations, cette obligation. Donc, la déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion et elle doit être publiée sur le site internet de la société. Un tiers de confiance, le commissaire aux comptes quand il s'agit de certifier les comptes ou l'OTI quand il s'agit de donner une opinion sur la DPEF. Et cette opinion, elle répond, donc elle est comment dire, émise par rapport à un référentiel. Alors, quand il s'agit de comptes, on a le référentiel comptable qui existe. La difficulté dans la DPEF, c'est que nous n'avons pas de référentiel à proprement parler et qu'aujourd'hui,
en tout cas, pas de référentiel qui soit universel et utilisé par tous. Donc, les entreprises vont se baser sur des guides sectoriels, sur des outils qui ont été publiés au niveau international, notamment la GRI, par exemple. Mais il n'y a rien d'universel et qui serait utilisé en transverse avec le même indicateur utilisé par toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Et cette opinion est émise en respectant des normes. Donc, en l'occurrence, l'ISO 17020 pour l'UTI. Encore une similitude avec l'audit financier, eh bien, nous avons là des utilisateurs de l'information qui sont mis en confiance et donc qui peuvent prendre des décisions par rapport à cette entreprise qui a publié l'information en toute confiance. Si on passe à la diapositive suivante, dans le cadre des vérifications que nous avons menées sur les déclarations de performance extra-financière, nous avons en particulier identifié que certaines entreprises avaient besoin de réellement se structurer dans l'élaboration d'indicateurs clés de performance. Donc, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, elles ont besoin d'avoir de vrais outils de pilotage, donc de vrais indicateurs qu'elles peuvent suivre sur plusieurs années. Et donc là, on donne des exemples parce que souvent, on va voir apparaître une donnée absolue dans les déclarations de performance sans que ce soit un indicateur de performance. Donc, une consommation d'électricité, mais pas forcément un ratio. Donc là, vous voyez ce que l'on propose, c'est un ratio d'intensité par rapport à l'activité, par rapport aux effectifs, aux objectifs. Des indicateurs qui soient cohérents dans le temps, donc permanence des méthodes aussi, ce que l'on suggérait, qui puissent permettre une comparaison sur plusieurs années et donc justement de voir si on peut atteindre les objectifs fixés et mesurer l'efficacité des actions. Donc, comme le disait Simon tout à l'heure, c'est vrai que quand on se fixe des objectifs, eh bien derrière, on a tendance à suivre des indicateurs, à élaborer des indicateurs et à chercher à les atteindre, donc ça pousse à l'action. Sur le fond, donc, nous, ce que l'on suggérait, c'était effectivement d'avoir un panel d'indicateurs identifiés en fonction des comparables. Donc, de faire du benchmark sectoriel, de regarder ce qui est publié par les sociétés qui sont comparables et de faire en sorte d'être en ligne avec ces publications. Et également le fait de renforcer le lien entre la stratégie de l'entreprise en matière RSE et les enjeux dans le cadre des objectifs du développement durable. Et ça, de plus en plus d'entreprises le font. Donc, concernant la DPEF, on en a terminé. Et ce que je souhaitais aussi évoquer, c'était le cadre de l'audit contractuel, donc là, effectivement plus légal, qui consiste à élaborer un diagnostic ESG dans le cadre de due diligence d'acquisition, de prise de participation, principalement par les fonds d'investissement. Donc, l'objectif de ces missions, c'est d'aider l'investisseur à prendre des décisions au regard de la société cible et donc d'identifier quels sont les principaux enjeux prioritaires. Alors là, le raisonnement est beaucoup plus orienté risque et opportunité, alors que la DPEF va surtout chercher à mettre en avant des risques auxquels il convient de répondre par des politiques et actions que l'on mesure avec des indicateurs de performance. Donc là, les opportunités aussi sont recherchées et l'objectif aussi de ce type de mission, c'est de pouvoir construire entre le financeur et l'entreprise cible un plan d'action pour en faire un suivi dans les années à venir. Donc, voilà principalement les objectifs de cette mission. Et donc, vous voyez ensuite les différentes étapes que l'on met en œuvre. Donc, à la diapositive suivante, voilà, ce diagnostic se met en œuvre selon 4 grandes étapes
que je ne vais pas détailler forcément, mais on voit que là, on va chercher à cibler aussi les enjeux majeurs en fonction d'une analyse de matérialité. On va analyser l'existant, c'est-à-dire voir quelles sont les actions mises en œuvre au sein de l'entreprise et derrière faire ressortir des domaines d'action qui soient prioritaires, plus ou moins prioritaires, pour aider à la définition de ce fameux plan d'action avec l'investisseur. Alors, quels sont les constats à l'issue de ces missions qui ont été menées principalement depuis 2019, ça se développe? Ces missions de diagnostic et ESG sont principalement réalisées dans des PME qui sont en développement et dans lesquelles des fonds d'investissement décident de participer. Et donc, on voit que les démarches, en fait, sont souvent peu structurées. C'est-à-dire que les dirigeants sont personnellement attachés aux valeurs RSE, elles vont les diffuser. Il y a des actions qui sont mises en œuvre, mais c'est peu structuré. Et ce manque de structure fait que cela rend difficile la communication, la formalisation auprès des investisseurs de leurs actions. Ça rend plus difficile le compte rendu de leurs actions. Donc, nous, ce que l'on suggère la plupart du temps à l'issue de ce type de mission, c'est de structurer un peu plus la démarche et d'élaborer des indicateurs qui leur permettent de communiquer, de rendre compte sur leurs actions. Mais c'est aussi un moyen de piloter les actions pour le chef d'entreprise, de la même façon qu'il aura un tableau de bord avec des indicateurs financiers. On les incite à avoir ces indicateurs extra-financiers pour pouvoir avancer et progresser vers des objectifs qu'ils se seraient fixés. Je pense que j'en ai terminé ma présentation. Voilà, je vous remercie. Merci à tous les deux pour votre expertise et votre apport sur ce sujet. Du coup, maintenant, on va passer aux questions. Pour ceux qui veulent poser des questions, ça se passe dans le chat. Myriam et moi s'occupons donc de les récupérer pour les poser aux intervenants. Et en attendant les premières questions, peut-être, Myriam, tu peux commencer avec une question qu'on avait préparée. Tout à fait. Alors, la première question, c'est: à quoi sert la quantification des GES dans la comptabilité des PME et quels sont les bénéfices ou avantages retirés? Alors, peut-être, Laure, vous voulez commencer à répondre? Oui, alors je veux bien commencer à répondre. Quels sont les avantages? Quelque part, je viens un petit peu de l'évoquer. Vous avez des investisseurs qui sont prêts à suivre des entreprises qui sont inscrites dans une démarche RSE et donc ces investisseurs vont vouloir vérifier que les actions sont favorables. Alors, ça sert donc aux entreprises de développer ce type de comptabilité carbone, à la fois vis-à-vis de leur développement pour être financées et pour être vertueuses donc, dans leurs outils de pilotage, parce que, outre le financement, ça peut contribuer au fait de réduire un certain nombre de charges, de réduire tout ce qui concerne la réduction en consommation d'énergie, etc. Donc, c'est un outil, c'est un moyen d'améliorer la performance. Voilà, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Laure et rajouter l'éclairage de l'étude que je vous ai présentée, effectivement, on se rend compte que, et on l'a démontré à travers nos résultats, que les entreprises qui faisaient l'effort d'avoir une comptabilité carbone et de quantifier cet aspect-là avaient davantage tendance à mettre en place des plans d'action et à atteindre des objectifs et donc à réduire leur impact sur l'environnement. Donc, c'est tout l'intérêt de formaliser la démarche et d'adopter des outils de comptabilité environnementale. Très bien, merci. Et du coup, on a une question de Solène pour Monsieur Elkouf, qui aimerait avoir plus de précisions donc, sur l'AVC et surtout en quoi cela consiste. Sur l'ACV? L'ACV, pardon, oui.
L'ACB, ouais, alors l'analyse du cycle de vie. Alors l'analyse du cycle de vie, alors, je vais faire très bref parce qu'on pourrait y passer des heures, mais pour faire très bref, l'analyse du cycle de vie, c'est une démarche qui consiste à analyser un produit ou un processus de début à la fin, et on attend du berceau au cercueil. Ça, c'est la traduction de l'expression américaine. En gros, c'est d'étudier vraiment les impacts et les matières qui ont été consommées. Si on prend l'exemple d'un produit, tout ce qui a été consommé du début à la fin du cycle de vie de ce produit. Et donc aussi de mesurer les impacts sur l'environnement de ce produit, de la fabrication et de la consommation de ce produit. Donc à la fois en amont, mais aussi en aval, et de se rendre compte que certains produits, peut-être dans leur fabrication, sont peu polluants, mais dans leur utilisation et leur recyclage sont extrêmement polluants. Et si vous n'avez pas cette approche sur tout le cycle de vie du produit, eh ben, vous passez à côté d'informations aussi importantes que celle-ci, qui est en fait que le produit est très polluant, non pas au niveau de sa fabrication, mais au niveau de son recyclage, par exemple. Voilà. Donc, c'est une démarche qui est importante à mettre en œuvre pour être, quand vous voulez réduire votre impact sur l'environnement, il faut absolument analyser le cycle de vie complet de vos produits ou de vos processus. Si je puis rebondir également sur les propos de Simon, oui, une illustration, l'analyse du cycle de vie de produits de l'automobile entre le diesel, l'hybride et l'électrique. Il est intéressant de faire cette analyse complète parce qu'on entend souvent dire l'électrique, ce n'est pas finalement une bonne solution parce qu'on a la problématique de la batterie. Donc, pour vraiment avoir un éclairage complet sur est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'hybride, on a été amené à faire cette réflexion pour nos clients, à dire est-ce qu'il vaut mieux investir dans un véhicule de société hybride ou électrique. Voilà, il y a cette analyse qui est importante à faire et ce qui peut être également intéressant, c'est de joindre à cela l'économique parce que vous avez tout un volet d'aide fiscale, par exemple, qui peuvent favoriser telle ou telle solution. Merci beaucoup. Du coup, on a Lucille qui nous dit que, pour Madame Laure Muller, que vous recommandez aux PME de piloter donc leur suivi d'émissions carbone, mais qui se demande du coup, selon vous, quel département devrait être en charge de ce suivi? Alors, quel département? Ça dépend parce que si on se situe dans une PME, ça va peut-être pas être un département, ça va peut-être être une personne en particulier. Et ce suivi-là, en fait, il n'est pas forcément réalisé par les personnes de la comptabilité, mais en général, dans tout ce qui est information que l'on peut retrouver, c'est quand même en lien avec la comptabilité. Donc là où en fait on voit qu'il y a des évolutions, c'est que le service comptable, le responsable comptable va être amené à glaner d'autres informations que le purement monétaire. Et jusqu'à maintenant, on a un suivi des factures EDF, on les comptabilise. Ce suivi, on l'a en montant de charge. Et bien, à côté, d'ailleurs de plus en plus, les logiciels, les outils comptables permettent de faire, de comptabiliser dans des modules, dans des outils particuliers, et bien, les kilowattheures consommés, par exemple. En même temps qu'on va saisir la facture EDF et qu'on va saisir le montant en euros, on va dire, voilà, la consommation en kilowattheure sur la même période était de temps. Donc, généralement, ce sont les services financiers qui sont sollicités pour ce genre de choses. Oui, si je peux peut-être rebondir et élargir un peu le propos, justement, puisque beaucoup d'étudiants nous écoutent en ce moment, c'est de dire que les problématiques environnementales, elles sont gérées de plus en plus par des équipes pluridisciplinaires dans les entreprises, et le contrôle de gestion et la comptabilité en tant que service des entreprises sont de plus en plus impliqués dans les problématiques environnementales et le pilotage de la performance environnementale des entreprises, que ce soit les PME ou les grands groupes. Et donc, ce sont des métiers d'avenir.
Et à TBS, nous formons les étudiants dans nos spécialisations en contrôle de gestion, audit et comptabilité. Nous formons les étudiants à ces problématiques. Et de plus en plus, les entreprises cherchent à recruter des étudiants qui viennent d'être formés au contrôle de gestion environnementale, à la comptabilité environnementale. Donc, c'est un enjeu très important pour le futur des entreprises. Et donc, à TBS, nous essayons de former nos étudiants à cela. Voilà. Et ce sont des opportunités aussi pour les étudiants, voilà, de se spécialiser sur les problématiques environnementales en contrôle de gestion et en comptabilité. Très bien. Merci beaucoup. Et du coup, Océane nous demande si, selon vous, donc, les plans d'action des entreprises sont assez ambitieux et peuvent tendre vers une neutralité carbone. Alors là, répondre à cette question, c'est aussi, aussi en fonction de sa propre subjectivité personnelle, hein, en fonction de vos croyances et de ce que vous pensez que les entreprises doivent faire. Je dirais que les PME, par exemple, selon les études, montrent qu'elles sont responsables en France peut-être de 10 à 14% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Donc, elles ont un rôle à jouer. Est-ce que leurs plans d'action sont suffisamment ambitieux? C'est difficile de répondre. À titre personnel, en tant que chercheur engagé, moi, j'ai envie de pousser les PME à toujours faire plus et à toutes les entreprises à essayer de faire plus sur le plan environnemental. Donc, à mes yeux, en tant que chercheur, voilà, j'aimerais que les entreprises fassent plus. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans des recherches sur des problématiques de comptabilité environnementale pour à la fois former les étudiants à TBS, qui sont les futurs managers de demain, et aussi aller voir des entreprises et les sensibiliser à ça et essayer de diffuser des connaissances sur les outils. Donc, elles font sans doute, certaines font déjà beaucoup, peut-être d'autres en font pas assez. Et moi, à titre personnel, j'aimerais qu'elles en fassent plus de toute façon. Alors, ce que je peux dire pour ma part à ce sujet, bon, il est difficile d'évaluer effectivement les plans d'action des entreprises, voir si ces plans d'action sont suffisants. Moi, je constate qu'il y a quand même une certaine sensibilité dans les PME, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a besoin de faire mieux. Pas forcément plus, mais mieux. Tout à l'heure, Simon évoquait le fait que les entreprises ne se sentaient pas forcément concernées en impact carbone parce que elles ne sont pas, elles considèrent qu'elles ne sont pas à impact important. Mais les dirigeants de PME ne visualisent pas leurs impacts extérieurs, en tout cas pas de façon suffisante. Je vous donne un exemple. Une PME locale, ici basée à la Belge, qui fonctionne en fabless. Donc, elle conçoit et elle distribue des produits électroniques, mais elle ne les produit pas et elle sous-traite toute la production en Asie. Eh bien, elle ne se considère pas comme étant à impact significatif. Or, elle a une influence énorme à jouer auprès de ses sous-traitants en Asie. Et également sur tout ce qui est transport de ces produits jusqu'à ses clients. Donc, moi, j'aurais tendance à dire il faut que, effectivement, on éduque et on informe plus les dirigeants pour qu'ils fassent mieux. Parce que cette même entreprise me disait « Ah, on a fait plein d'efforts pour réduire notre consommation d'électricité dans notre bâtiment. » C'est bien, mais ce n'est pas là où il impactera le plus. Voilà. Et enfin, je vais vous poser une dernière question. Donc, sachant qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont suivi la conférence, je pense qu'ils voudraient savoir quels sont les métiers de la comptabilité en lien avec les développements durables. Je vais peut-être laisser répondre Laure en premier sur les métiers de l'audit. Ah oui, alors sur les métiers de l'audit et de l'expertise comptable, donc je vous ai présenté un petit peu au début les différentes missions en audit et reporting RSE qui existaient. Se développent aujourd'hui effectivement des besoins en profil à compétences élargies, si on peut dire, hein, au sein des cabinets d'audit et d'expertise comptable, c'est-à-dire qu'on va du financier vers l'extra-financier. Et c'est vrai que ces compétences nous intéressent de plus en plus, tant pour l'audit, parce qu'on va chercher à développer des diagnostics comme je vous les ai présentés. Donc, il faut être capable d'avoir un raisonnement
d'auditeurs approche par les risques, mais tant financier qu'en extra-financier, mais aussi pour le volet expertise comptable. Et là, c'est à la fois dans l'expertise comptable, on a besoin déjà d'avoir des profils qui puissent aider, accompagner les dirigeants dans leur mise en œuvre de la démarche, jusqu'au reporting, à la définition d'indicateurs financiers, extra-financiers et de tableaux de bord. Donc, voilà principalement que l'on constate dans les cabinets d'audit et d'expertise comptable. Et pour ma part, je peux vous parler du contrôle de gestion, donc plus des métiers internes à l'entreprise. Il y a des gros besoins dans les grands groupes. Les grands groupes embauchent des contrôleurs de gestion maintenant qui vont être spécialisés sur les problématiques de performance environnementale et sociale. Et aussi des besoins au niveau des cabinets de conseil en pilotage de la performance. Là, c'est plutôt des métiers externes, mais en lien avec le pilotage de la performance extra-financière. Et donc, il y a aussi des cabinets de conseil qui interviennent sur ce domaine et qui donc recrutent aussi des jeunes diplômés qui vont devenir consultants sur des problématiques de pilotage de la performance sociale et environnementale. Donc, c'est aussi des débouchés pour des étudiants futurs diplômés de TBS. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre intervention sur ce sujet. Merci à tous et à toutes du coup, d'avoir suivi la conférence. Pour ceux qui n'auraient pas pu regarder en entier ou qui sont arrivés en retard, je vous rappelle que la conférence sera donc disponible sur le YouTube de TBS en rediffusion. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.